séance est organisée avec l'Association des Amis de Benjamin Péret, fondée en 1963 pour défendre la mémoire du poète, diffuser ses idées et aider à la publication de son œuvre inédite. Il n'y a qu'une merveille sur la terre. Je ne pense à Dieu qu'en mangeant du chien-dent, parce que Dieu a fait le chien-dent à son image, qui est un mouchoir. Il suffit d'une goutte d'eau tombant d'un nuage aussi ancien que Jules César, pour que la glace se fende de haut en bas comme une orange, laquelle est faite à l'image de ma sœur. Entre parenthèses, ma sœur ne prêche jamais la miséricorde divine, car elle est divine. Divine, te dis-je, divine comme une mouche sur un arbre de 90 mètres de diamètre, divine comme une soucoupe de mica, divine comme une hippopotame de 4 siècles, divine comme un ivrogne sur le Mont Blanc, divine comme moi, qui suis son frère de temps en temps. Un jour, je te dirai ce qu'il faut faire d'un serpent. Aujourd'hui, donne-le à une femme de 25 ans, et une blonde de préférence, et tu verras 2 serpents. Donne les 2 serpents à un curé, et tu verras le pape mourir d'une fluxion de poitrine. Passagers de seconde classe et leurs cheveux. J'y cours. Où courez-vous? Nulle part. Moi aussi. Alors. On passe du poste Capitao Vasconcelos à la forêt comme de n'importe quelle maison des villes. On sort dans la rue. On la trouve partout, silencieuse et sombre, grande gueule, prête à se refermer sur l'intrus. Comparée à la forêt tropicale, la forêt française la plus dense fait l'effet d'un parc agencé par le nôtre. Ici, tout rappelle les époques géologiques révolues d'où l'homme était encore absent. C'est un grouillement silencieux et obscur de végétaux qui s'entretuent, s'écrasent, s'étouffent, périssent et ressuscitent dans d'autres espèces. Passés les premiers fourrés que la main de l'homme a dégagés de partout, s'offrent des pistes tracées par les pieds des Indiens. La plupart s'arrêtent cependant à bout de souffle, 200 mètres plus loin, devant l'impénétrable taillis où vont trébucher sur un amas de troncs pourris, en bordure desquels croissent quelques fleurs à l'aspect inquiétant de tranches de foie de veau, avariées, nimbées d'un nuage de moucherons qui les délaissent sur le champ pour le visage du curieux penché au-dessus d'elles. Mais sont-ce des fleurs? Une violente odeur de moisissure s'en dégage, à moins qu'elle ne provienne du sol même, et n'en imprègne toute la végétation. N'était la longue feuille lancéolée qui semble soutenir la fleur, on serait tenté de penser à quelque cryptogame recélant un poison mortel. Il faut revenir sur ses pas. Une autre piste s'offre qui débouche sur une clairière hérissée de termitières. Là, tous les arbres emportent comme des parasites monstrueux des excroissances hideuses, des goitres répugnants qui ne semblent cependant pas les affecter. Au contraire, plus libres en dépit des énormes bulbosités qui paraissent les ronger miette par miette, ils retrouvent plus aisément le soleil. Plusieurs pistes partent de cette clairière pour se hisser, cambrioleurs aux aguets, dans la forêt où le soleil a fait place à un crépuscule hostile. Ni les arbres, ni le sol n'ont réussi à absorber complètement l'averse de la veille. Une goutte d'eau tombant de feuille en feuille brise le silence qui éclate comme une vitre sous l'impact d'un caillou et vous emplit la tête d'un bourdonnement qui semble se poursuivre jusqu'à l'infini. Puis le silence retombe, comme un drap trempé, pas même troublé par le bruit de mes pas sur l'épais tapis de végétaux qui bientôt seront humus. Aucune vie, hormis celle des plantes. Est-ce la présence toute proche des hommes qui a chassé les bêtes de leur logis? La forêt,
ici ressemble à un nid vide depuis si longtemps que les plantes ont tenté de combler par leur immobilité l'agitation de l'oiseau absent. Et toujours cette pénombre suspecte, où toutes les feuilles luisent d'un vert obscur, comme si l'absence de lumière ne permettait à la végétation que des tons propres à l'ombre et des susceptibles de l'accentuer. Et toujours ce silence, mou et gluant, limace hideuse qui ne sert à rien d'écraser du choc du pied trébuchant sur un tronc tard. Il absorbe le bruit à la manière dont une éponge s'emplit d'eau. Pourtant, miracle, quel est ce parfum à peine perceptible, léger comme une chevelure d'adolescente, et d'où provient-il? Je cherche des yeux et ne vois rien, mais s'il a à 3 pas des corolles comme de volubilis, d'un mauvais pastelisé si délicieusement fraîches qu'elles profèrent, par leur seule présence, un réquisitoire contre leur entourage hostile. En voici une demi-douzaine, tombée sur le sol spongieux et répandant une frêle lumière d'aube dans ce crépuscule d'angoisse. Elles sont tombées, mais d'où? Je parcours la futaie du regard et finis par découvrir à plus de 4 mètres de hauteur la délicate guirlande d'une fine liane qui court entre les grands arbres, porter son message de fraîcheur et de parfum. Si insolite ces fleurs, on dirait une petite fille jouant au cerceau devant un enterrement, un bébé vagissant dans un charnier. La tabac étonne. Tam, 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 Oxala! Et tous entonnent le chant d'oncle F. Une femme noire se détache du groupe de fidèles et se met à danser. Un type plus asiatique qu'africain, la physionomie complètement immobile, le regard perdu, lointain, très lointain. Mais quelle danse! Une danse religieuse et érotique en même temps. Son corps tout entier se mouvait. On dirait à la fois un chat jouant avec une souris, un serpent et une flamme secouée par le vent. Combien de malheureux passent des années à se trémousser dans des cours de danse pour figurer en tant qu'étoiles dans des ballets, mais ne parviendront jamais à interpréter une danse aussi pure que celle-ci. C'est probablement la seule réellement belle que j'ai vue de toute ma vie. Sur n'importe quelle scène d'Europe, cette danseuse innée aurait obtenu un succès triomphal sans précédent. Joséphine Baker, elle-même, n'est qu'une réplique affadie de danseuse de candomblé et de la macumba. Oh. Venez manger la poule du sein, m'avait dit oncle F. La veille, la fête continue après. Aujourd'hui, il est déjà trop tard. La cérémonie avait déjà commencé lorsque je suis arrivé, sans s'arrêter de jouer la tabac, et oncle F ordonna « Laissez passer le monsieur !» Je pénétrai dans la pièce. Au fond de la salle, une jeune créole semblait se débattre contre un être invisible, subitement prise de convulsions, gémissant et contractant violemment les muscles du visage. Elle se met à danser au milieu de la foule, les muscles du visage. Elle se met à danser au milieu de la salle où 2 autres femmes déjà en transe dansent également. Toutes les 3, les yeux fermés, semblent respirer difficilement. L'une d'elles s'étire par terre sur le ventre. La tête entre l'autel et oncle F. Elle reste ainsi un moment agitée de contorsion et lorsqu'elle se relève, elle embrasse le babalao et recommence à danser, fumant un énorme cigare. Une autre danse d'une manière étrange. Elle vacille comme si ses jambes ne la soutenaient pas ou comme si elle avait été subitement atteinte de tabès. L'anglaise, en sanglots et toujours sur un seul pied, les mains dans le dos, les yeux fermés et le buste penché en avant comme l'histoire du Brésil, comme
commence. Oui, oui, commence à marteler le sol de son pied en sautillant, chancelante, titubante. Le tabac et la gogo redoublent d'énergie. Les cantiques se succèdent les uns aux autres. Les danseuses médiumniques se relaient à l'exception de l'anglaise infatigable. Il y a un certain moment, 6 filles de saints dansent en même temps. L'une d'elles, obèse, avait attiré mon attention lors de mon entrée dans la pièce, en raison de sa corpulence et de sa démarche pesante. À l'heure de la descente du sein, je suis très étonné de l'avoir dansé avec une extraordinaire légèreté. Excusez-moi. Voilà. L'histoire du Brésil, de l'abolition de l'esclavage à la fin de la guerre, est presque exempte d'agitation ouvrière. Il convient d'en rechercher la raison dans le très faible niveau atteint par l'industrie avant la guerre et par suite dans la conscience de classe très diffuse du prolétariat brésilien. S'il y a lieu de bien noter pendant toute cette période qu'une seule révolte populaire, celle des équipages de la marine de guerre qui comportait une forte proportion de Noirs. Cette révolte fut provoquée par les mauvais traitements que les marins subissaient. Le moindre manquement à la discipline était puni de centaines de coups de fouet. Les marins qui montaient 2 des plus puissants cuirassiers du monde à l'époque constituèrent un comité d'action qui lança un manifeste appelant à la révolte. Celle-ci éclata le 22 novembre 1910. Le chef élu fut un noir, João Cândido Felisberto, qui s'entoura d'un état-major également élu par les équipages, où ne figurait aucun homme possédant une grande grade supérieure à celui de second maître. Oh, les officiers furent chassés et ceux qui résistèrent exécutés. Les équipages sommèrent ensuite le gouvernement de les amnistier et de supprimer les châtiments corporels sous peine de bombardement de la ville de Rio de Janeiro, dans le port de laquelle les navires étaient ancrés. Le gouvernement capitula, faute de moyens de leur résister. Mais, après avoir désarmé les navires, le gouvernement provoqua une nouvelle révolte 15 jours plus tard et à la faveur de celle-ci arrêta tous les chefs du premier mouvement. Plus de 1000 marins furent déportés dans les forêts et y périrent. Les chefs furent soumis à un régime de torture et de détention renouvelé de l'Inquisition, régime qui dura 2 ans jusqu'à la comparution de quelques survivants devant un conseil de guerre qui les acquitta au moment même où le gouvernement, n'ayant plus rien à craindre d'eux, les amnistiait. Cependant, leur sacrifice n'avait pas été inutile, car les châtiments corporels ne réparurent jamais. Valdemar m'invita bientôt à prendre place sur l'un des petits côtés du rectangle. Un banc recevait les futurs adversaires. Sur un coup de sifflet du maître de cérémonie, les musiciens entamèrent un air fortement rythmé. Un second sifflement et 2 hommes, un mulâtre à puissante musculature et un grand noir souple comme un brin d'osier, vinrent s'accroupir tout contre la barrière face aux joueurs de berimbau. Immobiles, ils attendaient le 3e coup de sifflet qui devait inciter le noir à se redresser lentement avec des mouvements de chat qui s'éveille. À une cadence de ralenti cinématographique, tout en accompagnant du corps le rythme de la musique, il entreprit une sorte de danse qui tenait à la fois du pas de l'ours quant à la pesanteur apparente et de la démarche des grands singes sous le rapport de la souplesse. Le mulâtre, cependant, s'était négligemment retourné et soudain, pivotant sur une main, s'étendit tel un ressort parallèle au sol, vers le noir qui esquiva le croc en jambe, c'est-à-dire le croc en jambe.
et sur une main également tourna décrivant au-dessus de l'autre un demi-cercle, un instant tangent à la tête de son partenaire. Un ballet éblouissant commença, mais était-ce un ballet ou un rituel? L'attitude hiératique du mulâtre, le visage rayonnant de béatitude du noir, incliné à penser qu'on assistait au prolongement de quelque cérémonie religieuse. J'avais déjà vu ces airs recueillis sur des visages de danseurs qui allaient bientôt être possédés par quelque divinité Yoruba, d'où leurs ancêtres avaient été arrachés. Oh, cette manière de se mouvoir, où la rigidité du soldat au maniement d'armes alternait avec une ondulation de feuillage agitée par une brise légère, ne m'était pas inconnue. Je l'avais déjà remarqué dans ces mêmes fêtes religieuses, mais ici, rien dans l'assistance ne rappelait la ferveur des fidèles. Seuls les joueurs en avaient conservé un vestige et comme une habitude. Le ballet continuait sans que rien pût permettre de prévoir la succession des figures. Deux mantes religieuses en attitude spectrale se faisaient face un instant. Le mulâtre, esquivant un coup de pied virtuel, venait de se jeter sur les mains, voltigeait et se recevait sur les pieds tout en retouchant d'un orteil l'épaule de l'autre qui rampait avec des mouvements rapides et saccadés de lézard. On les voyait ensuite noués l'un à l'autre et dessinant pendant la durée d'un éclair une fleur, s'épanouissant puis se fanant et perdant ses pétales. Succédait une scène sauvage. Deux bêtes s'épiaient, rampaient l'une vers l'autre, s'approchaient, se reculaient, se mesuraient, se retournaient avec l'exaspérante lenteur du paresseux. Et soudain, le noir se redressait d'un bond, s'envolait et décochait un léger coup de pied au derrière du mulâtre, dont la parade se terminait en culbute. Et tous deux désormais debout tournaient alors l'un autour de l'autre, singes enfermés dans leur cage. Puis, d'une seule détente, l'un renversait son mouvement, plongeait sur le sol en administrant à l'autre un coup de pied qui s'acheva en caresse. Un athlète blond de haute taille qui a défié un noir sec et noueux leur a succédé. Et le ballet reprend. C'est la rapidité d'un assaut de fleuret au plus vif, de l'engagement alternant avec des gestes onctueux de sacerdote officiant. Le spectateur tombe dans une distraction si complète que l'entourage disparaissant, il aboutit à un état de rêverie d'où le monde matériel s'enfuit à tire-d'aile. Les deux partenaires finissent par perdre toute consistance et se dégagent de l'univers physique, dont ils sont cependant pour l'heure le panache le plus ondulant, tant l'aisance de leurs attitudes touche à la perfection et la légèreté de leurs mouvements semble étrangère à la nature. On accède au cœur même d'un rêve, les adversaires possédant cette agilité étrangère à tout effort, dont chacun est susceptible lorsque le sommeil le possède, et qui, le soleil levé, porte cependant l'inconséquent à accuser d'irréalité les images de la nuit. Bravo. Vous avez... oui, il y a d'autres sièges qu'on va...